Donc, effectivement, pour cadrer, on va parler de la maîtrise des enjeux de la qualité des projets web. Mais par rapport aux interventions que je fais très souvent sur les aspects qualité web, j'ai décidé de m'intéresser à d'autres contenus et de produire d'autres contenus aujourd'hui, notamment en introduction. Pourquoi? Parce que, comme Cassandra l'a dit, effectivement, les sujets de la sobriété numérique et du numérique responsable sont en pleine émergence. On a beaucoup de sujets autour du web qui sont pris séparément, sont des enjeux majeurs. Je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de se dégager une vision globale, la plus globale possible, sur le numérique responsable, sur la transformation numérique, sur le rôle de l'assurance qualité web là-dedans, non pas pour le maximiser ou pour le minimiser, mais pour le mettre à sa juste place, c'est-à-dire qu'on soit vraiment sur on sache exactement ce qu'on fait. Alors, donc effectivement, on va partir de la question du numérique responsable. Voilà le plan de la présentation. On va partir de ce sujet. On va parler de transformation numérique et on va parler peut-être pas seulement du site web ou des sites web, mais des technologies web dans cet ensemble de questions. Ensuite, on parlera rapidement des risques fondamentaux du projet web. Puis ensuite, on reviendra sur les troisième et quatrième parties où c'est vraiment là, on va revenir au contenu un peu plus classique sur Upquast, à savoir les exigences utilisateurs d'une part, et puis de l'autre côté, ce qu'on fait avec Upquast du côté à la fois des checklists et de la culture web et notamment de la certification. Et puis, j'ouvrirai en conclusion sur la question du management intégré, qui est quelque chose qui est déjà, ça vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose qui est déjà très, très présent dans l'industrie. Et l'idée, c'est je vais vous proposer des hypothèses dont je suis pratiquement certain qu'elles vont arriver tôt ou tard. Donc, l'idée, c'est, je vais me risquer à des prédictions, mais c'est des choses que j'ai déjà écrites il y a plusieurs années et tout va dans la même direction. Donc, on va en reparler. Alors, pour commencer, bon, je ne suis pas un spécialiste du numérique responsable. Il y a beaucoup de gens qui sont des spécialistes, mais je me suis dit quand même, ça serait intéressant de trouver un schéma qui présente tout. J'ai rien trouvé qui présente tout et je me suis dit, tiens, je vais lister un petit peu ce qu'on a. Et puis, comme j'aime bien le faire de manière chronologique, je me suis dit, tiens, voilà, au niveau de l'impact environnemental du numérique, qu'est-ce que moi je peux lister qui me vient? Donc, effectivement, de gauche à droite, pour ceux qui connaissent le modèle VPTCS, vous savez que j'aime bien travailler comme ça en chronologique sur des frises. Il y a la question de la production du matériel avec l'extraction des matières premières, la fabrication, la livraison et l'acheminement. Ensuite, du côté réseau infrastructure, vous avez ces matériels, enfin leur consommation d'énergie, le routeur, les data centers, la fourniture d'accès à Internet. Vous avez aussi effectivement le câblage en infra. Vous avez la question qui, à mon avis, est un peu sous-évaluée, qui est la question de la production des contenus web. Donc voilà, comment on produit les contenus, quand on fait du média, voilà, ça a un impact. Quand on fait du e-commerce, ça a un impact. La question de la consommation au niveau des terminaux, donc les sites web, les applications, la question des usages, hein, le minage, la cryptographie, c'est-à-dire la consommation locale vraiment chez nous. Il y a toute une question autour de la logistique du commerce électronique, c'est-à-dire quand on revient dans la vraie vie, quel est l'impact de ce qu'on fait. Et puis à la fin, il y a toute une question autour du recyclage, de la destruction, du traitement des déchets. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Enfin, c'est ma vue d'ensemble. Hein. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du numérique responsable, mais il me semble que déjà, pour bien avoir le tableau, ça fait une bonne base de se dire, voilà, partout là, on a des émissions de dioxyde de carbone, on a de la consommation d'énergie, on a de la consommation de ressources fossiles notamment. Et donc, voilà, ça, c'est la vue globale. Et alors, si jamais je regarde un peu ce qui se passe, on a des messages, ce que je vais dire, c'est une injonction paradoxale, c'est-à-dire des messages un peu contradictoires, difficiles à mettre ensemble. D'abord, oui, le numérique a un impact majeur sur l'environnement. Et typiquement, voilà, mon entreprise, par exemple, est 100% télétravail depuis de très nombreuses années. Est-ce que en faisant cette pratique, par exemple, du télétravail à 100%, 100% remote, quel est mon impact sur l'environnement?
Et dans le même temps, on a ce message qui est vous devez aussi vous lancer dans la transformation numérique. Et on a ces deux choses qui viennent en même temps. Alors, cette question, si on passe maintenant de la question du numérique responsable à la question de la transformation numérique, j'ai cherché un modèle avec… Il y a plein de modèles sur la transformation numérique. J'en ai choisi un proposé par Fostech, que je remercie. Vous allez voir que ça comprend plein de sujets autour de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle, de l'organisation et de la culture de l'organisation. Ça couvre plein de sujets, des choses qui sont liées à la data, des choses qui sont liées à l'intelligence artificielle. Enfin bref, tout ça est un magma énorme. On ne sait pas tout encore sur tout ce qu'on peut faire au niveau du numérique, et heureusement. Et là-dedans se pose une question majeure qui est où est le web? Puisque nous, avec Opquast, notre sujet de prédilection, c'est le web. Où est le web là-dedans? Et finalement, on peut le regarder sous deux angles. Le premier angle, c'est de regarder sous l'angle du site web. Alors là, si on regarde sous l'angle du site web, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un site web? Ça va être un point de contact avec les utilisateurs. On avait rencontré des gens d'AXA qui avaient dit que c'est des points d'entrée. C'est des endroits où il va y avoir un contact avec les utilisateurs. Alors, finalement, quand on réfléchit au site web, on peut se dire que finalement, ce n'est pas grand-chose dans la question de la transformation numérique parce que si je reviens au slide d'avant, il se passe plein de choses. Il y a des bases de données, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des portails data, il y a des tas de choses. Finalement, le web ne serait pas très important si on analyse sous l'angle du site web. Maintenant, je vais vous proposer de réfléchir un petit peu différemment et se demander si, plutôt que de parler de site web, on parlait plutôt de technologie web. Et là, mon hypothèse est que finalement, le site web, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du site web, c'est quelque chose de très peu important dans la transformation numérique, enfin très peu important. Si, c'est bien, c'est un point de contact avec les utilisateurs, ça a des enjeux, ce sont des choses que vous utilisez tous les jours. Mais finalement, si on regarde et qu'on compare ça à la question des technologies web et des endroits où elles sont utilisées, là, on est en train de parler avec les technologies web de quelque chose d'absolument énorme. Alors, hier, je suis tombé sur un article du blog Octo qui présentait une frise, encore une fois, une frise sur le web mobile avec les services WAP, le natif. Je ne sais pas si le contraste est vraiment suffisant, mais vous aurez la référence, la question du web natif, la question de l'hybride, voilà. Si vous regardez jusqu'au Progressive Web Apps, PWA, bref, si vous regardez où sont les technologies web, là, vous les avez vraiment, mais partout. C'est-à-dire que vous allez les retrouver sur des choses qui ne sont pas du tout perçues comme des sites web. Vous avez des applications hybrides, vous avez des logiciels où vous avez l'impression qu'en fait, c'est du logiciel pur ou de l'application native, mais en fait, en réalité, c'est du HTML. Et en réalité, pour moi, les technologies web, alors dans le numérique responsable, elles ne sont pas partout. Par contre, dans la transformation numérique, pour le coup, elles sont, selon moi, et c'est une hypothèse, vous pouvez faire vos commentaires si ça vous intéresse, si vous avez des idées là-dessus, sur ce sujet. Voilà, pour moi, les technologies web sont partout dans la transformation numérique. Et des fois, on parle à des gens qui sont directeurs du digital, souvent, c'est ce poste, directeur du digital, et on a l'impression qu'ils mettent le web un peu au même endroit que le site. Et je pense qu'on a un enjeu absolument énorme de mettre le web au même endroit que les technologies web, et donc leurs enjeux. Alors, comment s'expliquer ça? Si jamais vous admettez avec moi que c'est un peu vrai, au moins, pourquoi les technologies web sont aussi intéressantes? Alors, quand je parle de technologie web, on va parler de fonctionnement avec le protocole HTTPS, ou HTTP, mais on va le mettre de côté progressivement, le fonctionnement avec le web, les technologies HTML, CSS, je vais même ajouter évidemment JS, qui est
un des grands langages de programmation, alors que les technologies web étaient considérées plutôt comme des parents pauvres de l'informatique. Maintenant, quand on parle de JS, on parle d'informatique. Et ces technologies nous permettent de proposer de la compatibilité, de l'adaptativité, des interfaces qui sont dynamiques, y compris avec des échanges de contenu en arrière-plan, une séparation entre le fond et la forme. Excusez-moi, il y a un petit problème ici. Hop. J'ai l'habitude de faire ça, de corriger mes slides en live. Je fais ça très souvent. Séparation fond-forme, souple, évidemment, reposant sur des standards et des spécifications ouvertes, puissantes, résilientes. Une technologie web, ça casse. Des fois, on se retrouve sans les styles, sans le JS, mais voilà. Je vois des commentaires qui sortent sur le truc. N'hésitez pas. Merci, Evelyne. Donc, on se retrouve avec des technologies web qui sont hyper intéressantes pour avancer sur la transformation numérique. Alors, je continue à descendre. Finalement, si vous regardez, les technologies web sont absolument partout. D'abord, le monde entier. Dans le monde entier, on va utiliser un navigateur mobile ou web chez soi. Très, 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 très souvent. Quelquefois, sans même s'en rendre compte. Dans le monde entier, les informaticiens qui quelquefois vous disent oui, non, mais bon, le web, c'est pas, voilà, parce qu'ils pensent les sites web. Donc, effectivement, les sites web, ce n'est pas leur truc. Eux, ils travaillent sur du logiciel, sur du dur, sur du Java, sur des choses comme ça. Mais finalement, quand vous allez regarder, de plus en plus souvent, ce que les informaticiens ouvrent le matin au travail, c'est leur navigateur. Et puis, il reste encore cet accès à des contenus ou services web qui se passent aussi, par exemple, si vous intervenez sur des… voilà, si vous travaillez, si vous utilisez à titre personnel des box Internet et que vous allez, par exemple, sur Free, sur des vidéoclubs, quand ça déconne, ce que vous voyez apparaître, c'est un code HTTP 403, 404 qui arrive alors que vous êtes en train de regarder la télé et que vous êtes sur une box. Finalement, le web est partout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça va d'abord? C'est quelques hypothèses. Vous êtes les premiers à qui j'en parle, ou en tout cas où je me suis posé cette question-là. Voilà, voilà. Donc, en synthèse, on a le numérique responsable, extrêmement large, avec des enjeux absolument énormes, et notamment des enjeux qui probablement sont infiniment plus importants par rapport à ce qui se passe hors web. Voilà. Je ne pense pas, j'ai d'énormes doutes concernant l'impact du streaming et les comparaisons qu'on a pu voir complètement délirantes sur le streaming et une voiture. Non. Là où on pourra se poser les questions, c'est sur l'impact en termes de déchets, des choses comme ça, sur l'impact physique vraiment. Mais je ne crois pas qu'il faille aller dans ces comparaisons d'émissions CO2 parce que je crois qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Méfiez-vous des chiffres qui sont sortis. Il y a des chiffres notamment les chiffres du Shift Project, qui, suite à des erreurs initiales, ont été démentis. Ça a énormément circulé parce que c'est extrêmement arrangeant de dire que le streaming correspond le streaming de quelques minutes ou d'une heure de vidéo correspond à tant de trajets en voiture. Méfiez-vous. Voilà. Ça n'empêche qu'à notre niveau, en tant que personne qui travaillons sur le web, il faut qu'on travaille sur ce sujet tout en le remettant à sa juste importance. Voilà. Alors, au stade où on en est, je vais voir si ça marche. Ce que je vous dis, c'est que les technologies web, c'est l'éléphant dans la pièce. Quand on parle du numérique responsable, c'est l'éléphant. C'est un tout petit éléphant. Quand on parle de la transformation numérique, c'est un gros éléphant dans une pièce. Voilà. Et puis, finalement, si on fait une synthèse de cette première partie, est-ce que les technologies web sont au cœur des activités de la transformation numérique? Alors, j'espère que je vous ai convaincu. Vous voyez bien que le web, il est partout là. Il est discret, mais il est partout. Est-ce qu'elles doivent être prises en compte dans la démarche globale numérique responsable? Évidemment, oui. Est-ce que c'est en mettant en place la compression sur un site
qu'on va diminuer massivement la consommation énergétique ou le dioxyde de carbone ou la consommation de CO2, ou le dégagement de CO2, pardon, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un travail absolument énorme sur les recyclages, le déchet, la durabilité de nos matériels, le non-renouvellement de nos matériels. Il faut ramener les choses à leur juste valeur. Quand je vois ce qu'on met sur les sites web, je pense qu'en termes d'échelle, c'est tout petit. Mais il n'empêche que ça a quand même un impact. Et puis, il y a une dernière question qui va m'amener à la partie suivante. Les sites web ou les activités web ou les technologies web ne présentent pratiquement aucun risque pour les usagers et les professionnels. Et là, vous me voyez venir. Je dis très clairement non, et je vais vous en parler maintenant dans une deuxième partie. Ça va aller relativement vite, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le RGPD. Pour beaucoup de personnes de notre secteur, les activités web, c'était quelque chose qui, même dans des gros contextes ou pour des grosses PME, des grosses PMI même, c'était quelque chose qui pouvait être fait par une agence qu'on connaît, par des gens de la famille. C'était des choses qu'on pouvait rater, des CMS qu'on déployait, mais finalement, ça ne nous convenait pas, alors on en faisait un autre, on faisait des activités web, on ne se rendait pas compte que ça avait des risques. Et là, arrive en 2018, quelque chose qui est non pas une directive, mais un règlement européen, et les sanctions, les premières sanctions tombent sur des acteurs de l'industrie, même des pas très gros, hein. Les premières sanctions tombent immédiatement. Et donc là, attention, se passe quelque chose, c'est que à notre échelle, à l'échelle de notre secteur, l'ensemble du secteur se rend compte que faire joujou avec des données personnelles sur un site, venir installer un pauvre tag Google Analytics, oui, ça a de l'importance. Ça peut provoquer des gros problèmes, ça peut provoquer des crashs, ça peut provoquer… Alors, ce n'est pas l'aviation, hein, ce n'est pas des crashs d'aviation, mais c'est des crashs où on perd plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est des problèmes où on a des gens qui font un burn-out, des gens qui en ont marre, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir avec un projet, des gens qui sont obligés de travailler le week-end. D'un seul coup apparaît une idée qui a des risques. Et ça ne s'est pas passé qu'au niveau de la vie privée et du RGPD. Ça s'est passé également sur le chantier de l'accessibilité. Pour l'instant, on développe des sites et puis il se trouve qu'il y a des personnes handicapées qui sont là, qui pourraient y accéder, mais bon, on n'y a pas trop pensé, on n'était pas au courant, on ne savait pas qu'il y avait des lecteurs d'écran, on ne savait pas qu'il y avait des sourds, on ne savait pas qu'il y avait des handicaps moteurs. Alors, désolé, on n'y a pas pensé. Oui, mais alors le problème, c'est que progressivement, en fait, dans certains pays, ça commence à donner lieu à des procès, ou en tout cas à des menaces de procès. Et puis, l'air de rien, même si ce sujet, vous ne le traitez pas, vous êtes en train de faire, directement ou indirectement, de la discrimination, que vous le vouliez ou non. Vous laissez des gens à la porte de votre site, vous ne le feriez pas sur des boutiques réelles, ou en tout cas, voilà, vous vous en rendriez compte vite. Sur le web, on ne s'en rendait pas compte. Donc là, les gens commencent à prendre en compte ce risque-là. Il y a tous les enjeux de sécurité où, là, ça y est, hein, on commence à avoir de multiples détournements, des ransomware, des sites qui sont hackés, etc. C'est évidemment un sujet important, avec une perception progressive des risques et de leurs enjeux qui arrivent. Et puis, il y a l'éco-conception qui est plus un risque global où on commence à se rendre compte que oui, les activités web, elles ont un impact. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est un secteur dans lequel progressivement apparaissent ou comment ils existaient déjà ces risques, mais ils commencent à être perçus, on commence à se dire, c'est pas juste pour les autres, c'est quelque chose qui peut m'arriver, c'est quelque chose qui peut se produire, c'est quelque chose qui me concerne. Et en fait, dès que dans un secteur industriel, vous voyez apparaître des risques, vous voyez immédiatement apparaître de l'assurance qualité, qui n'est contestée par personne. Pour l'instant, si jamais vous prenez des secteurs comme l'aviation, vous aimez l'assurance qualité. Dans l'informatique qui concerne des risques importants, vous aimez l'assurance qualité. Et ce qui fait que vous l'aimez, que vous l'aimiez, c'est que
vous percevez les risques et vous comprenez à quoi elle sert. Et là, c'est en train de venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des risques majeurs qui arrivent, on a des sanctions réelles, on a des coûts de non-qualité qui commencent à apparaître. Quand vous vous rendez compte que ça vous a coûté tant au niveau juridique, tant au niveau… Voilà. Les coûts de non-qualité, dans une industrie normale, c'est 10-15% bon, à l'échelle d'un pays, les dernières études, c'est aux alentours de 10-15% d'un PIB. Donc, ça veut dire que si votre entreprise fait, eh bien, paye, je ne sais pas, par exemple, pour 1 million de salaires par an, eh bien, ça veut dire qu'il y a 100 000 euros qui sont payés pour rien. Et idem, ramener, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 10-15% de votre activité qui ne sert à rien. Donc là, au fur et à mesure qu'on se rend compte de ça, on se dit, c'est pas bête de faire de l'assurance qualité. Et c'est un phénomène d'industrialisation ultra classique. On va en parler parce que moi, je viens de l'industrie. Au départ, industrie du pétrole, industrie du vin, et je vois dans le web des trucs que, voilà, je vous en reparlerai, la gestion des silos, c'est des choses dans l'industrie qui sont traitées depuis assez longtemps. Voilà. Comment ça va tout le monde? Vous êtes toujours là? Je vérifie que je ne vous ai pas perdu. Oui, c'est bien. OK. Parfait. Alors, on va revenir à la question toute bête, parce qu'il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé du tout, ce sont les utilisateurs. C'est tout bête. Alors, la question, donc, ceux qui me connaissent déjà la réponse à cette question, on ne va pas trop le dire, mais voilà, faut pas, ça biche. Quelles sont les exigences des utilisateurs? En tant que professionnel du web, êtes-vous capable d'énoncer simplement et rapidement ce que sont les exigences des utilisateurs? Êtes-vous capable de vous appuyer sur une structure pour dire, voilà, les utilisateurs veulent ça? Je vous pose la question, si vous avez envie de répondre. Alors, ceux qui connaissent un peu quoi, savent où je vais, évidemment. Les autres, voilà. Des idées là-dessus? Alors, j'aurais pu vous poser la question en vous disant qu'est-ce que c'est qu'un site de qualité? Voilà. Mais là, je vais directement aujourd'hui à savez-vous dire ce dont ont besoin les utilisateurs? Voilà. Alors, je vais vous répondre rapidement. Voilà, c'est une réponse possible. Voilà, bon, on va trouver transparence, sécurité, confiance. Effectivement, ce sont des besoins. Moi, je vais descendre à des besoins de base à travers un modèle d'exigence utilisateur qui existe depuis 2001, que j'ai fait avec un collègue qui s'appelle Eric Gatto, qui est ergonome. De gauche à droite, l'utilisateur souhaite trouver le site. Vous pouvez proposer un service, c'est très bien. Vous pouvez proposer un site web. Il faut que l'utilisateur le trouve. Il va le trouver par le référencement, mais il va aussi le trouver par le bouche à oreille. Il va le trouver par plein d'autres intermédiaires. L'utilisateur a besoin d'utiliser l'interface. C'est ce qu'on va mettre dans la colonne perception, qui est très difficile à nommer, mais ça concerne tous les aspects visuels et ergonomiques. Dans la partie technique, vous allez avoir, l'utilisateur veut que le site fonctionne. Il veut juste que ça marche. Dans la colonne contenu, vous allez avoir la qualité intrinsèque des contenus. Lorsqu'un utilisateur vient sur votre site, il vient chercher notamment des contenus et d'abord des contenus et ensuite il vient chercher, dans un certain nombre de cas, des services. Par exemple, ici, on est à la frontière, quelqu'un qui est venu sur le site, donc par un biais, peut-être par Twitter, il est arrivé, il a entendu parler d'un webinaire, il est tombé sur le site du SPN. Sur le site du SPN, il a navigué, ça a été plus ou moins utilisable, le site a répondu en termes de performance, de sécurité, de vitesse. Et puis ensuite, il est tombé sur une description de ses contenus, il s'est aperçu que c'était un webinaire gratuit, que peut-être c'était intéressant. Et là, à un moment, il a reçu un mail lui signifiant l'ouverture d'une réunion Zoom à telle ou telle heure. Et là, on n'est plus sur l'interface, on est sur la relation usager. Et puis, peut-être que ces personnes recevront un mail avec un lien ou recevront une information ou une notification leur signalant qu'un PDF est mis à leur disposition ou que le webinaire est en ligne. Et là, en fait, ce qu'on décrit, c'est un processus global utilisateur. Et en fait, on s'aperçoit que ce modèle-là nous permet de cartographier des silos.
des silos spécialisés. Donc, vous avez le silo de la visibilité avec le référencement, le web marketing, etc. Le silo de la perception avec l'ergo, le graphisme. Le silo technique avec, en gros, ce que font les DSI ou ce que font les informaticiens, la sécurité, la performance. Vous allez avoir le silo de la production de contenu avec rédaction, traduction, médias, juridique, éditorial. Et vous allez avoir un silo service avec, par exemple, le SAV, le service après-vente, qui sont des gens qui ne sont pas du tout fléchés au départ sur les sites web et qui ont une importance capitale. Il se passe des tas de choses au téléphone sur un site web. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'en fait, avec ce modèle, et ça me semble important, et plus ça va, plus on est en train de le crier très fort, avec ce modèle, vous allez faire la différence entre le site web, qui est une interface comme une autre, qui se compose d'une partie ergonomique, d'une partie technique et d'une partie contenu, un mix complètement non séparable, et une expérience utilisateur qui commence à un endroit qu'on identifie très mal, qui se termine beaucoup plus tard. Peut-être que là, j'ai pris l'exemple du webinaire, pourquoi pas, ou du SPN. Restons là-dessus. Disons-nous qu'effectivement, le site web du SPN, c'est une interface utilisateur, mais qu'avant d'arriver à cette interface, il s'est passé des tas de choses. Et là, on voit qu'il se passe des tas de choses après. Et que même si ça se trouve, la fin du service qui a été initié au tout début, il y a quelque temps, avant que vous vous inscriviez, même que vous tombiez sur le site du SPN, va se terminer parce que vous allez, par exemple, vous inscrire à une formation ou venir à une conférence dans 2 ans. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, en fait, le site web, c'est un point dans une interface globale, dans un processus, dans un processus global. Alors, il y a plein d'autres choses à dire sur ce modèle, notamment sur l'importance des contenus et services. C'est la seule chose qui vous intéresse, les contenus et services. Tout ce qui est visibilité, perception technique, ce sont des gens qui sont là pour… Tous les gens qui travaillent là-dedans sont des gens qui sont là pour mettre en valeur les contenus et services. Et il y a plein de choses à dire sur ce modèle. Pour moi, on ne peut pas travailler dans le web sans avoir un modèle. Ça peut être celui-là, ça peut être d'autres, mais c'est important d'être capable de s'appuyer sur ce que veulent les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'assurance qualité web, je vous rappelle. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on veille à ne pas avoir de problème. Alors, il est temps que je vous fasse une petite présentation de ce qu'on fait, nous, avec Opquast. Donc, Opquast est depuis 2021, on existe depuis 2000. Depuis 2021, c'est une entreprise à mission, c'est-à-dire que donc c'est une entreprise, c'est une SAS, elle a un but lucratif, mais en plus, on est venu adjoindre en fait une responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire qu'on va commencer à analyser ce qui se passe sur la société, non seulement au regard de ce qu'elle est capable de faire comme chiffre d'affaires, marge, etc., mais aussi sur son utilité pour les aspects sociaux et environnementaux. Et ça tombe assez bien parce qu'en réalité, le basculement en entreprise à mission était assez logique. Je vais vous expliquer les activités. En gros, on a 3 activités. On a une activité de production alors au départ de plusieurs checklists. Maintenant, on n'en fait plus vivre qu'une seule. Une checklist avec 240 règles qui est diffusée sous licence ouverte et qu'on fait vivre avec des contenus publics depuis 2004. Voilà. Sur cette certification, pendant longtemps, on avait un business model, une activité commerciale qui reposait sur de l'audit. On a complètement abandonné cette activité-là et maintenant, on fait uniquement de la formation, de la sensibilisation et de la certification. Donc, notre boulot, c'est d'acculturer le secteur et pas seulement en France, puisque l'idée, c'est d'acculturer sur les bases de l'assurance qualité web et de doter les professionnels d'un socle de culture commune. Et cet objectif, pour nous, est maintenant un objectif mondial. Ça ne veut pas dire qu'on réussira, mais ça veut dire que c'est ce qu'on souhaite faire. Et puis, autour de nous gravitent un certain nombre d'acteurs, ou le contraire, je ne sais pas. En tout cas, il y a des écoles, des entreprises, des agences, des clusters avec lesquels on travaille. Et notre idée, c'est d'animer un réseau où on va faire vivre ces sujets. On va faire vivre ces sujets de manière transversale, c'est le boulot d'Opquast, mais on va aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, se raccrocher à certains sujets
et se servir de l'approche transversale d'Opquas pour venir éclairer certains sujets et vice-versa. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Alors, la checklist, vous pouvez y accéder en français, en anglais, en espagnol. Ça n'est qu'une checklist, mais c'est une checklist avec 240 règles, dont a priori aucune n'est réfutable, c'est-à-dire que vous devez au moins la prendre en considération. Et je peux vous dire que pour dire ça, il faut être costaud, parce que ça veut dire qu'on peut le montrer à n'importe qui, et que là, j'ai des gens qui peuvent venir me voir pour me dire non, là, 228, je ne suis pas d'accord. Et comme on déteste la contradiction, et ben en gros, on vous en envoie 240, et pour l'instant, comme on certifie les gens avec, en se servant de ces contenus-là, je peux vous dire que c'est relativement béton. C'est un truc assez dingue, puisqu'en fait, les 240 règles, là, elles sont prévues pour durer de 2000 à 2025. Sous licence ouverte, avec 240 fiches, en français, en anglais, en espagnol. C'est un pur avion. On essaye vaguement de faire savoir, pour l'instant, on commence à le diffuser à l'étranger. Le problème d'une checklist transversale comme celle-ci, c'est qu'elle touche plein de sujets. Et lorsque vous avez une checklist transversale qui touche plein de sujets, c'est à la fois le problème de tout le monde, mais c'est aussi le problème de personne. Voilà. Donc, on a décidé d'être des généralistes, quelquefois considérés comme des non-spécialistes, mais ce phénomène-là se produit aussi dans la médecine, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes généraliste, eh ben, voilà, vous êtes… voilà. Mais on maintient que quand on a une approche, eh ben, c'est intéressant de commencer par de la spécialisation. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. En tout cas, vous avez accès. Là, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez y aller. Hop, je ne l'ai pas partagé. Donc voilà, vous pouvez filtrer par sujet, etc. On propose une certification en ligne. C'est 14 heures d'activité en autonomie. Il y a un examen en ligne. En gros, ça fonctionne comme le TOEIC, en fait. Hein. L'idée, ce n'est pas du tout un outil suffisant. Ce n'est pas une licence en anglais, hein, le TOEIC. C'est un truc qui montre que vous avez les bases. Donc, ce n'est pas du tout un truc très élitiste. C'est très large. C'est dispo en anglais, français et presque en espagnol. Mon slide est un peu mensonger parce que c'est presque en espagnol. Patricia est là. Elle doit souffrir de voir marqué disponible en anglais, français et espagnol, ce qui me met la pression. C'est bientôt disponible en espagnol. Les checklists sont disponibles en espagnol et on est en train de finaliser le contenu. Alors, la traduction de la checklist, c'est 240 fiches documentées. La traduction du contenu en tout, ça représente un demi-million de mots. C'est absolument monumental. Voilà. L'idée qu'on essaie de faire passer, c'est que vous avez besoin d'un socle de base pour échanger, parler avec les autres professionnels du web. Les développeurs prennent les designers pour des tanches, excusez-moi l'expression. Les designers web ou UX prennent les développeurs quelquefois, pas toujours, pour des geeks, etc. On a des visions, hein, voilà, les gens, ça va être les commerciaux qui n'y connaissent rien, ça va être les SEO obsédés par la visibilité, ça va être les producteurs de contenu dans leur coin en train de ramer, absolument pas reconnus. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tout ce petit monde partage la même culture. Par contre, on ne va pas demander le même niveau de maîtrise à différents métiers. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une espèce de guide comme ça indicatif pour vous dire, voilà, si vous êtes manager, essayez de faire 500-600 points. Si vous êtes plutôt intégrateur front ou chef de projet ou product owner, essayez d'aller un peu plus loin. En tout cas, si vous bossez dans le web, que ce soit à travers la certification qu'on propose ou la formation qu'on propose, ou que ce soit simplement parce que vous décidez de vous pencher sur un socle de base, multi-compétences, vous allez en avoir besoin. C'est notre hypothèse et on s'est rendu compte que ce socle, en fait, pour avoir fait des conférences en Amérique du Nord ou dans l'océan Indien ou à d'autres endroits, voilà, en Afrique du Nord, on se rend compte qu'il n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'en gros, si vous travaillez dans la médecine, vous allez suivre un tronc commun et ce tronc commun, ça va être à peu près le même partout. Dans le domaine du web, pas du tout. Pas du tout. Donc, effectivement, vous pouvez faire des formations spécialisées en accessibilité. Vous pouvez faire une formation spécialisée sur la perf, sur l'éco-conception, sur le e-commerce, sur la sécurité. Le problème, c'est que
vous n'allez pas pouvoir faire que ça parce que sur certains sujets, vous n'aurez pas les éléments de base pour comprendre les gens et travailler avec eux. Donc, l'idée, c'est de dire, nous, on va vous donner un socle de base, voilà, en assurance qualité web, et à partir de là, vous allez aller ou pas vers des spécialisations. Par exemple, pour un manager, c'est sans doute tout à fait suffisant. Pour un développeur, il faudra sans doute qu'il aille faire des spécialisations, notamment sur la sécurité, mais aussi et surtout sur l'accessibilité, parce que même si on est souvent fléché sur l'accessibilité avec Opquast, on ne permet pas à des développeurs d'être parfaitement opérationnels sur l'accessibilité. Ce n'est pas notre travail. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent notre formation, qui vont vers des formations spécialisées en accessibilité, juste parce que ça leur a allumé les lampes, quoi. Voilà, ça c'est notre boulot. Allumer des lampes. Voilà. Voilà. Alors, combien coûte la certification juste de formation en ligne? C'est 250 € hors taxe. Avec un accès pendant 3 mois et c'est disponible au CPF. Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation, donc en allant sur le site Mon compte formation. Bref, je vais finir sur les enjeux. De quoi on parle en fait? L'idée, c'est de commencer à mettre en place. Donc, encore une fois, l'idée, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une approche, on va dire, voilà, grâce à nous, vous allez avoir le poil soyeux et la truffe humide, non. Et vous n'allez pas devenir une bête du web, vous n'allez pas devenir un spécialiste, ce n'est pas notre boulot. En revanche, un professionnel du web dans le marketing ou le SEO qui exerce et qui n'a jamais eu le moindre recours sur la partie accessibilité, éco-conception, qui n'a pas d'idée du vocabulaire transversal, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Là, on est franc et massif. Donc, l'idée, c'est de commencer à mettre des briques sur la prévention de risques majeurs. C'est de donner une culture, un vocabulaire transversal, de commencer à travailler sur cette question de l'inclusion parce que je vous ai donné 240 règles, mais derrière chaque règle, il y a des gens, il y a des contextes utilisateurs, des gens qui ne vont pas pouvoir accéder au contenu, et je ne parle pas que des personnes handicapées, hein. Je parle de personnes qui ne sont pas formées, des personnes qui ne sont pas alphabétisées, des personnes qui n'ont pas une bonne connexion, des personnes qui sont en asile politique, des gens qui ne parlent pas la langue. Voilà, vous pouvez faire de l'exclusion, mais vous pouvez aussi faire de l'inclusion. Un certain nombre de règles ont aussi un impact direct ou indirect sur l'environnement. Vous avez par exemple des règles sur la performance qui ont un impact direct sur la consommation énergétique, la consommation d'énergie des sites en eux-mêmes, du réseau qui sert à l'envoyer chez les utilisateurs et sur le terminal. Hein. Là, voilà, par exemple les gestions du cache et des choses comme ça. Et puis, vous avez d'autres cas qui ne semblent pas du tout évidents sur l'économie, enfin, sur l'aspect environnemental, mais par exemple, lorsque vous avez des services clients très difficiles à joindre ou lorsque vous avez des horaires mal indiqués, lorsque vous avez des délais de livraison mal précisés, vous allez générer, en fait, la non-qualité va générer des retours, des remboursements, des appels, des mobilisations de centres d'appel. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses et vous ne vous en rendez pas compte, mais l'assurance qualité, ou plutôt les défauts, ont un impact sur les consommations d'énergie. Donc oui, c'est important. Paul Houston, qui est anglais avec lequel je travaille, lui pense que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on contribue à créer des gens qui sont des gardiens de la qualité, des gens qui ont leur responsabilité là-dessus, qui ne disent pas c'est le problème des autres, qui disent voilà, moi, à mon niveau, en tant qu'intégrateur, en tant que dev back-end ou dev front-end, en tant que manager, j'ai une responsabilité là-dessus. Ce qu'il appelle les quality custodians, c'est assez intéressant. Et ce n'est pas que du marketing, parce que c'est vrai que chacun a sa responsabilité. Et puis évidemment, vous avez l'enjeu de l'orientation client qui est absolument fondamental parce qu'on a tendance à oublier les clients. Vous avez notamment souvent les devs qui sont… Je ne les critique pas, hein, mais c'est juste qu'en fait, ils ont tellement de pression et de développement autour de leur truc qu'ils ont tendance à oublier quelquefois ce qui se passe côté utilisateur et on le voit clairement. Donc là, avec ces règles-là, on est tout le temps en train de se dire « Ah, voilà, ça c'est l'utilisateur ». Bon, on est pas mal dans les temps là. Je vais juste finir avec une conclusion rapide et notamment faire un parallèle avec ce qui se passe dans l'industrie. Dans l'industrie, en fait, moi, j'ai commencé comme responsable assurance qualité en laboratoire.
dans un laboratoire d'analyse. Alors, dans un laboratoire d'analyse, c'est quelqu'un qui est chargé de maintenir ou d'optimiser la qualité des résultats d'analyse. Ça veut dire s'occuper du matériel, faire des vérifications, de l'étalonnage, du traitement des demandes d'analyse, de la traçabilité. Évidemment, la qualité d'une analyse, c'est aussi lié à son incertitude. Et en gros, je travaillais sur la qualité, l'assurance qualité. Non pas la qualité, d'ailleurs, plutôt l'assurance qualité, c'est-à-dire comment on maintient le niveau de qualité dans un labo. Et en fait, dans l'industrie, ça s'est passé comme ça. Vous avez plein de gens qui travaillaient sur l'assurance qualité. Sauf que progressivement sont arrivés d'autres enjeux. Vous avez l'impact environnemental des organisations et donc vous avez des normes. Alors, côté qualité, on avait les normes ISO 9000. On a vu apparaître des normes, alors je ne sais plus comment elles s'appellent, je vais raconter des bêtises, je crois que c'est ISO 27000 et ISO 14000. Non, 27000, c'est sur la sécurité, et ISO 14000, je crois que c'est sur l'environnement. Et puis, je raconte peut-être des bêtises, vous vérifierez. Merci beaucoup, Harmonie. 14000, c'est bien l'environnement. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'on est en train de mettre en place des systèmes de management pour gérer l'assurance qualité, pour gérer la sécurité, pour gérer l'environnement. Et là, on va faire 3 silos au bout d'un moment. On utilise les mêmes méthodes, les mêmes outils. On a des normes avec des exigences, des audits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la création des démarches qu'on appelle QSE, qualité, sécurité, environnement, des démarches transversales. C'est-à-dire qu'une personne qui s'occupe de l'environnement, elle s'occupe de l'environnement, mais elle est aussi capable de s'occuper des questions de sécurité et de qualité. Et surtout, quand elle touche à la qualité et à la sécurité, elle ne considère pas que « Ah non, 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 puisque ce n'est pas de l'environnement, ce n'est pas mon sujet ». Parce que ça fait des risques, ça fait des problèmes, ça fait des silos, ça fait des problèmes énormes dans les organisations. Je pense que j'ai pas mal de convictions, parce que je suis à peu près sûr de ne pas me gourer. Là, vous voyez? Alors voilà. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'éco-conception web, pas l'éco-conception, pas le numérique responsable, l'éco-conception web, où est-elle? Eh bien, elle est dans les moteurs de recherche, elle est dans les réseaux sociaux, dans la partie visibilité, elle est dans l'ergonomie, elle est dans les graphismes, elle est dans la gestion ou pas des dark modes, elle est dans la partie sécurité. Quand vous avez des accidents de sécurité, ça a un impact sur l'environnement. Elle est sur la question de la performance, évidemment. Elle est dans vos contenus, elle est dans vos services, elle est au niveau de vos SAV, elle est sur votre relation client. Elle est partout dans la boucle web. Ça n'est pas un sujet isolé, ça n'est pas un sujet technique. On ne parle pas de Green IT, on parle d'éco-conception globale. Et par rapport à ce que je vous disais sur le management intégré, l'éco-conception web n'est pas le seul sujet qui est comme ça. Donc, autrement dit, ce qu'on va voir apparaître, et je vous en ai déjà parlé au début, ce sont des démarches de management intégrées où on va avoir des gens qui vont dire non, on n'a pas l'éco-conception d'un côté avec des gens qui s'en occupent un peu à l'informatique et puis des gens qui commencent à s'en saisir à la communication, l'accessibilité web qui est à la direction du handicap ou un petit peu à la direction de la communication, la vie privée qui est gérée par le DPO qui est perdu quelque part au sein de la DSI et la sécurité qui est à la DSI. Ça va remonter stratégiquement dans les entreprises. Ça va concerner au moins toutes les activités web, mais en réalité, c'est beaucoup plus large. Et là, je reviens au début, on va toucher à des questions qui sont liées au numérique responsable dans sa globalité, qui est beaucoup plus large. Déjà, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrête de travailler séparément sur tous ces sujets-là. Alors, en 2015, j'ai écrit la préface de la deuxième édition du livre de Frédéric Bordage sur l'éco-conception web. Je parlais de ça, du management intégré. En 2015, j'en étais à peu près sûr. Autant vous dire que maintenant, ce n'est même plus une certitude. C'est-à-dire, c'est là qu'on va. Mais je continue à avoir des gens qui disent « Ah oui, mais moi, mon sujet, c'est l'accessibilité. Moi, voilà, je fais que de l'accessibilité. » Oui, voilà. Une personne handicapée, c'est aussi une personne qui s'occupe d'écologie et qui peut aussi se faire détourner des données ou se faire voler des données ou se faire hacker son ordinateur. Faisons du systémique. Voilà, j'ai fini. Et il est 12h16, je ne suis pas mécontent. On a déjà des questions. Donc on a Evelyne. Je suis à vous si vous avez des questions, effectivement. Alors, donc je suis complètement d'accord avec vous. Mais qui seront ces moutons à 7 pattes capables d'embrasser toutes ces thématiques?
C'est les gens qui travaillent sur tous les aspects stratégiques, hein. Vous avez ça dans toutes les entreprises. Vous avez des responsables assurance qualité qui ajoutent, ou des référents de qualité qui ajoutent cette brique sécurité environnement. Vous avez des chefs de projet. Enfin, vous avez tous les gens qui sont capables de travailler en généraliste, qui sont plutôt… Il y a des pas de doigts, hein, en fait, au niveau professionnel. Vous avez des gens qui sont plutôt sur de la spécialisation et des gens qui sont plutôt sur du généraliste. Tous les généralistes peuvent faire ça. Condition d'avoir une bonne vision stratégique, quelques modèles, quelques outils. Est-ce adapté pour des TPE, PME? Il n'y a pas de système de management intégré en TPE de moins de 50. C'est vrai. Enfin, moins de 50, ça commence à venir, hein. Moi, je dirais plutôt moins de 20. Parce que les TPE, elles sont très, très vite confrontées à ces questions, ne serait-ce qu'au niveau réglementaire. Donc, est-ce que c'est adapté? Pour la partie web, je pense que c'est pas là que ça va naître, hein, évidemment. On va aller plutôt sur des agences, des ESN. J'ai beaucoup d'espoir sur les ESN, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles ont fait la course en tête. Voilà. Mais quand elles s'y mettent, généralement, elles prennent bien les sujets. Et là, avec leur basculement vers l'UX, et elles ont envie d'être… Elles ont envie d'être présentes sur le numérique responsable, sur le Green IT, sur l'accessibilité, sur le RGPD, sur la sécurité. Et à un moment, elles vont connecter les petits points, là, hein. À un moment, ça va se faire. C'est peut-être Et aussi il faut que ça remonte au niveau management. de montrer l'exemple. Comment? C'est peut-être aussi aux ESN de montrer l'exemple, justement. Oui, moi, j'ai vraiment confiance. J'ai vraiment confiance. Alors, est-ce que ça sera porté par les clients? Après, ce que dit Emmanuel est vrai, hein. C'est évidemment pas sur des TPE de moins de 50 ou surtout de moins de 20 qu'il va se passer des choses côté web. Le web, ça demande des moyens, quoi. C'est une vraie vacherie. Ça a l'air simple et il faut que ça ait l'air simple pour les utilisateurs et ça représente un travail considérable. Oui, voilà ce que dit Claire, qui est consciente depuis bien longtemps. Claire travaille chez Temesis, qui est un prestataire. C'est une entreprise que j'avais fondée il y a très longtemps. Effectivement, chez Temesis, ils commencent à poser la question de ces silos et de la façon dont ces silos peuvent travailler ensemble, parce que les utilisateurs, enfin les entreprises n'ont pas qu'un problème avec les aspects numériques responsables ou que l'éco-conception ou que l'accessibilité. C'est fromage et dessert. Et oui, on a besoin des décideurs, il y a besoin de les éduquer, il y a besoin de leur expliquer souvent que juste, effectivement, déjà, quand ils perçoivent les risques, les décideurs, ils décident en général. On a une question de Bertrand. Est-ce que les entreprises doivent afficher des déclarations d'accessibilité? Évidemment, c'est la loi. Tu parles des entreprises. Alors, les entreprises publiques et un certain nombre d'entreprises privées, c'est vrai. Elles doivent afficher des déclarations d'accessibilité. Moi, j'ai d'énormes réserves par rapport au standard international choisi et à ses déclinaisons. Donc, pour moi, je vais mettre et Opquast et le RG2A dans le même sac, hein. Nous sommes face à des référentiels qui contiennent infiniment trop de critères pour permettre des déclarations d'accessibilité qui soient efficaces et, pardon de l'expression, accessibles à tout le monde. Pour moi, une déclaration d'accessibilité devrait pouvoir être faite par un site de mairie de 1000 habitants. Voilà. Et de pouvoir dire, voilà, mon site est accessible au clavier, mes vidéos sont sous-titrées, j'ai quelques règles fondamentales qui permettent de traiter 80%, c'est le diagramme de Pareto dont je parle de temps en temps, 80% des problèmes d'accessibilité effectivement vécus par les internautes handicapés. Donc là, j'ai une politique qui est un peu… Voilà, Opquast est infiniment trop compliqué pour ça, pour faire une obligation légale. Oui, alors pour moi, un site ne devrait pas pouvoir sortir officiellement s'il était impossible de faire la navigation au clavier. Donc je le dis, c'est-à-dire que pour moi, tant que vous n'avez pas la navigation au clavier, le site n'est pas validé, il n'est pas payé. Point. Voilà. Et là, déjà, je sais que je vais récupérer. On en a souvent parlé avec Pierre Reynaud. Alors, on peut ajouter des tas de critères, il y en a plein à mettre, mais lorsqu'on est sur des déclarations d'accessibilité à 200, 300 ou Opquast, 240 critères, ce n'est pas de l'accessibilité, mais 240 critères, mais ce n'est pas du tout fait pour ça.
Pas du tout fait pour ça. Donc voilà, Bertrand, mon avis sur la question. Alors, si on arrivait, peut-être il faudrait que des gens fassent des observatoires avec le fait qu'on ait fait ou pas des déclarations d'accessibilité, ou autres d'ailleurs, et le fait que le niveau correspondant à des niveaux de conformité à peu près réalistes pour tous. Sinon, on va comparer des choux et des carottes. Mais on pourra en discuter autrement parce que je m'adresse à Bertrand qui est en plein dans la création d'un très joli baromètre public dans ce domaine. Parce qu'il triche un peu, il a posé une question un peu orientée, le coquin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je ne l'ai pas pris comme un troll. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, si vous n'en avez pas d'autres, merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Merci Et une à toi. déclaration d'éco-conception, super intéressant. Richard, quel référentiel utiliser? Est-ce qu'on va sur des obligations? Désolé, je suis relancé, mais vous pouvez partir pour ceux qui n'en veulent plus. Richard pose une excellente question. Comme dans le cas de l'accessibilité, la vraie question, c'est le référentiel. Le référentiel, en fait, pose des tas de questions. On est sur des questions de déclaration de conformité. Donc, on est sur des référentiels dans lesquels les critères peuvent être oui, non. Et dans l'éco-conception, le nombre de critères oui, non est relativement limité, alors qu'on a énormément de critères qui sont des indicateurs de consommation, où là, il pourrait y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, Richard, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Il y a vie privée, il y a sécurité. Voilà. Vous y travaillez. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, des tableaux de bord, ça se fait bien. Des déclarations de conformité, c'est autre chose. On verra. En tout cas, merci beaucoup, Elie, pour cette présentation. Donc, pour rappel, pour les participants, le support et le replay seront partagés par la suite une fois que ce sera mis en page. N'hésitez pas, si vous avez d'autres interrogations, à nous contacter via le site du SPN ou qui est assez disponible pour pouvoir répondre à autant de questions. Mais voilà, on reste disponible. Vous savez que c'est des sujets qui animent quand même le réseau. Donc voilà, il ne faut pas du tout hésiter. Et puis sur ce, on vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.